pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Octave et je suis développeur JavaScript front, mais c'est pas forcément ce qui m'amène aujourd'hui parce que le sujet dont on va parler, vous l'avez à peu près tous, quelle que soit votre spécialité dans l'informatique et dans le développement. Il s'agit de Git et j'ai voulu axer Stalk sur le commit en particulier dans Git. Il y a plein d'éléments dont on peut parler, mais moi je voulais vraiment axer là-dessus parce que, en fait, et comme je vais essayer de vous le vendre par la suite, je trouve que c'est vraiment la pierre angulaire de l'outil, et ce pour différentes raisons. Je voulais introduire le talk parce que je trouvais ça intéressant d'avoir une petite définition. Pourquoi ça s'appelle Git Commit parce qu'au final, la première approche, moi personnellement, que j'ai eue du sujet, c'est de dire bon, ok, bah, je fais une sorte d'enregistrement de mon travail, quoi. Pourquoi ça s'appelle pas Git Save finalement? Commit en anglais, puis j'ai la petite traduction en français pour ceux qui parlent pas trop l'anglais aussi, ça a une notion vraiment différente d'une simple sauvegarde, d'un simple enregistrement, quoi. Il y a une notion d'investissement, d'engagement dans la démarche, et c'est pas une action, du coup, si on prend l'information brute comme ça, on se dit tiens, c'est pas une action que je vais faire de manière anodine, quoi. C'est pas quelque chose qui a zéro impact, ou c'est pas quelque chose que je fais 50 fois sans me soucier des répercussions. Bon, après, ça c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on va voir qu'au final, au début, quand on démarre Git, on a tendance à le prendre avec un petit peu de légèreté et se dire, c'est un peu comme le quick save, genre sur Skyrim, quoi. On fait ça un petit peu à l'arrache, on massacre un village et puis on reprend la sauvegarde. Bah, c'est un petit peu ça aussi qu'on fait avec Git au début, quoi. C'est vraiment notre outil de sauvegarde rapide. Allez, je tente un truc et si je casse tout, je reviens en arrière, quoi. Mais il y a un sens un peu plus profond, je pense, à cette commande, et c'est ça qu'on essaye de découvrir. Avant de parler du commit, je veux faire un passage sur les internals de Git, donc un petit peu tous ces objets cachés que vous n'avez pas l'habitude de manipuler, parce que tout l'intérêt de Git, c'est de ne pas vous amener à les manipuler. Mais c'est quand même bien de savoir comment ça se passe à l'intérieur, ça nous aidera à comprendre pourquoi le commit est si important dans cet environnement. Lorsque vous commencez un projet, on va prendre un projet hyper basique avec un dossier qu'on va appeler source. Imaginons que c'est le dossier que vous versionnez dans votre application. Donc au sein de ce dossier src, il y aura le dossier, le petit point Git, et c'est ça que vous versionnez. Vous allez commencer à écrire du code. Moi je suis développeur front, je vais y mettre un index HTML et je vais y mettre un dossier pages pour les différentes pages de mon application pour que l'utilisateur puisse naviguer sur mon site. Et à l'intérieur de ce dossier page, je vais rajouter deux fichiers, home et about, pour les deux pages HTML, on va dire, de base. Donc voilà, vraiment pas un truc extravagant. Et je décide de versionner tout ça. Le premier truc qu'il faut connaître dans les interns de Git, c'est la notion de tree et de blobs. Donc c'est super simple. Concrètement, un tree, c'est un dossier dans votre application, et un blob, c'est un fichier dans votre application. Donc au final, là j'ai deux trees. Au final, dans un tree dans Git, en fait, c'est juste une liste d'associations. Okay, dans mon tree src, par exemple, il pointe à la fois vers un blob index HTML et vers un tree pages. Et puis après, des blobs. Donc là, les blobs, c'est vraiment c'est ce qui apporte de la valeur à Git, c'est le fait que vos fichiers sources sont enregistrés sous forme de blob, et donc ça ressemble à un truc un petit peu horrible comme ça, parce que c'est compressé, mais vous avez une manière de l'extraire, et puis de voir qu'au final, dans votre dossier Git, il y a une copie de votre application. Donc on pourrait se dire, mais ça fait beaucoup quand même, si je versionne et que je modifie régulièrement mes fichiers, je vais quand même avoir des gros dossiers Git, quoi. Donc rassurez-vous, il y a des méthodes pour optimiser ça. On va y revenir après. D'un autre côté, ce que vous connaissez probablement plus, mais vous connaissez peut-être pas le nom, ça s'appelle les refs. Donc les refs, ça concerne les branches, les tags, et le head, qui est en gros l'endroit où on se place, où on se situe avec Git. Les branches et les tags, c'est finalement le head, c'est juste des pointeurs au final vers, donc là en l'occurrence ce sera souvent un commit. Donc en gros c'est juste, ok, j'ai un nom, et puis j'y associe une adresse que Git connaît, et qui va pouvoir, si par exemple, admettons que j'ai une branche master, là c'est l'adresse de mon commit, ça veut dire que master, elle est représentée par le commit qui est au bout de master. La même chose pour les tags, et le head souvent, ça va plutôt pointer vers une branche ou vers un tag. Donc ça c'est plutôt des trucs assez haut niveau, tandis que parce qu'on les connaît finalement, branches, tags, et puis le head, on le manipule un peu tous les jours. Quand on fait un checkout, on a le sentiment plutôt de travailler sur une branche.
Et puis de l'autre côté, en vraiment bas niveau, il y a ce qu'on disait, les tris et les blobs. Donc, imaginons que j'ai cette architecture que j'ai évoquée avant. Donc, mon dossier source, index.html, pages, et puis home et about. Dans Git, si je fais une modification, admettons que mon about, j'y rajoute des informations. Donc, comme je ne peux pas modifier ce qui existe dans Git, Git, ça a une nature immuable. Ceux qui étaient là la semaine dernière, on est dans un environnement totalement immutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier ce qui a été enregistré dans Git. Donc, comme on ne peut pas modifier, on fait une copie. Là, je copie, j'ai une deuxième version de mon dossier about.html. Donc, très bien. Maintenant, j'aimerais bien que du coup, ce dossier-là, il ne pointe plus vers cette version-là, mais vers cette version-là. Comme je ne peux pas modifier non plus mon dossier, puisque c'est immuable, je suis obligé de créer un nouveau dossier qui pointe vers cette nouvelle version. Par contre, ça pointe toujours vers l'ancienne version, enfin, l'ancienne, elle n'est pas ancienne en fait, elle est toujours actuelle, puisqu'on n'a pas modifié ce fichier. Donc ce fichier, j'utilise toujours la même version. Et je répète ça jusqu'en haut. Donc là, en l'occurrence, je remonte d'un niveau. Mon dossier source, il pointe vers la nouvelle version de mon dossier pages et la version précédente qui est toujours d'actualité de mon index.html. Donc imaginons que je fasse ça 2-3 fois. Là par exemple, je modifie le fichier index.html. Donc du coup, je pointe toujours vers mon ancienne version pages. Par contre, j'ai un nouveau fichier index.html. Et puis là, je fais à nouveau une modification, mais cette fois sur le home. Alors bon bref, l'important c'est de voir qu'à chaque fois en fait, on fait le moins de travail possible pour modifier les éléments dans le projet. Donc là par exemple, j'ai modifié les 3 fichiers. Et au final, j'ai pas copié 3 fois la structure de mon projet. J'ai fait des Git en interne, fait des petites optimisations. Mais à chaque fois, Git est obligé de remonter jusqu'à la source. Parce que forcément, la source, elle a changé, puisque s'il y a des changements dans le projet, forcément, on va finir par remonter jusqu'à ce dossier. Donc finalement, quand je regarde, j'ai fait 4 modifications. J'ai 4 versions de mon tree SRC, donc de mon dossier SRC. Donc, jusqu'ici, c'est des tris. Là, j'ai des commits. Okay, donc, un commit, c'est juste des informations supplémentaires associées à un tree et donc à un état dans mon application. Donc, si je rentre par là, j'ai un état de mon application. Si je rentre par là, j'ai un deuxième état, un troisième, un quatrième. Donc, selon là où je me place, j'ai un état différent de mon application. En plus, du coup, de pointer vers un tree, on le sait, les commits, ils pointent vers le commit précédent, parce que quand j'ai fait une modification, je me suis basé sur un commit antérieur, à moins que je sois le premier commit de mon projet, mais bon, c'est un cas particulier. C'est le seul commit, normalement, qui n'a pas de parent. Et au-dessus, je commence à décorer avec mes refs. Donc ça, c'est ce que vous connaissez plus. Là, par exemple, j'ai placé 2 branches. Peut-être que là, j'ai ma branche de feature, et puis là, j'ai ma branche master. Donc là, je suis un petit peu en avance. J'ai fait des modifications, elles ne sont pas encore validées. Je peux mettre un tag, là par exemple tag V010, admettons que c'est tout début de mon projet, voilà, j'ai tagué le début de mon projet, comme ça si je veux y revenir ou si je veux le livrer, ok, je livre un tag plutôt qu'une branche, c'est quand même plus simple. Et puis après, j'ai mon head, ça on l'a vu, c'est juste, en gros c'est l'état, finalement c'est l'état courant de votre dossier applicatif, quoi. Donc au-dessus il est marqué plumbing and porcelain. Dans Git, ça c'est de la terminologie qui s'est construite autour de l'outil. Tout ce que vous avez en dessous et que vous ne manipulez pas, c'est du plumbing, de la plomberie. Et tout ce que vous avez au-dessus, c'est de la porcelaine, des choses que vous utilisez. Un peu comme dans votre salle de bain, vous avez votre évier, donc ça c'est la porcelaine, c'est ce que vous utilisez, vous avez besoin de vous laver les mains, vous ouvrez le robinet. Mais en dessous il y a de la plomberie. Il y a des tuyaux, il y a des vannes, il y a des compteurs d'eau, etc. Donc vous n'avez pas à vous soucier de tout ça au quotidien. Vous manipulez pas ça, mais c'est là. Et c'est parce que c'est là que ça fonctionne et que vous avez de l'eau au robinet, quoi. Donc c'est parce que il y a cette architecture en dessous que vous êtes capable de manipuler, vous, les éléments les plus simples. Et là où je veux en venir, et c'est pour ça que c'est tout l'intérêt du talk, c'est de dire, le commit, en fait, il est plus ou moins entre les deux. Et pour moi, il fait l'interface entre la plomberie et la porcelaine. Donc si je résume, que je synthétise un petit peu le schéma, j'ai des refs, que ce soit des tags, des branches, mon head ou quoi que ce soit d'autre. J'ai mes commits. Et puis derrière, j'ai ma plomberie, donc mon état applicatif. Donc voilà pourquoi je pense que vraiment le commit c'est un élément fondamental. Et en général, lorsque finalement on fait des modifications dans un projet, on modifie énormément de choses, mais
on passe toujours par un commit dans un sens ou dans l'autre. Si je veux revenir à un état antérieur de mon application, et que je suis là, bah mon head, je vais lui dire pointe vers une autre branche, ok, reviens en arrière, reviens sur master, check out master. Et derrière, en fait, cette branche, c'est juste une adresse vers un commit. Et c'est ce commit-là qui porte des informations et qui dit, ok, moi je suis à tel état de l'application, et l'état de l'application, ensuite, paf, c'est tout ça, quoi. Voilà pourquoi, j'espère que ça vous a donné un petit peu le sentiment que le commit, c'est un petit peu fondamental et c'est un peu pivot dans l'outil. Donc on va en parler un petit peu plus, du coup. Au final, pour l'instant, je n'ai pas trop parlé de ce que c'est et de comment c'est construit. Donc, qu'est-ce qu'un commit? Si je fais git show et que je passe un SHA-1 de commit, donc là c'est un SHA-1 abrégé, vous pouvez utiliser juste les 6 premiers caractères, vous pouvez mettre la chaîne complète, normalement ça suffit pour détecter. Et si je fais ça, je lui dis ok, montre-moi ce qu'est le commit en question. Donc si effectivement ça correspond à un commit, et qu'on n'a pas écrit n'importe quoi dans la commande, on récupère quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qu'on y voit? On y voit donc l'identité du commit, okay, le SHA-1 complet. Ça, c'est pas la partie la plus intéressante puisqu'on la connaissait déjà. Par contre, on nous indique ce qui pointe sur ce commit. Là, en l'occurrence, ma branche master est associée à ce commit. Et actuellement, je suis sur la branche master puisque mon head pointe vers la branche master. Et origin/master, ça veut dire que j'ai un serveur quelque part, un remote, dont la branche master pointe également vers ce commit. Donc là, j'ai les informations de qui est attentif à ce commit, qui regarde le commit à l'instant T. J'ai l'auteur, j'ai une date, donc ça c'est des informations qui ne sont pas forcément toujours critiques, et puis surtout derrière j'ai un message de commit. Donc ça c'est la première façon de visualiser un commit et c'est celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Derrière si je fais, là en fonction des options etc, je peux afficher d'autres trucs, souvent en dessous je vais avoir le diff, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui a changé entre ce commit là et le précédent, puisqu'il a un parent. Mais là par exemple le parent il n'est pas affiché. Donc en fait, ça, c'est pas forcément la manière dont le commit est enregistré dans Git. C'est juste la manière dont Git va vous le représenter si vous lui demandez de vous montrer le commit en question. Donc on va l'inspecter d'une manière différente. On va utiliser catfile. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé catfile? Ok, non, c'est normal. C'est normal. C'est pas un truc qu'on a besoin d'utiliser normalement. Quelqu'un a déjà utilisé la commande cat tout court sur Linux? Voilà. Donc à peu près, ouais, on va dire à peu près tout le monde. Pour ceux qui l'ont jamais utilisé, cat, c'est juste dire cat index.html, ça va m'imprimer dans la console le contenu de mon fichier index.html. Donc c'est juste en gros, imprime-moi le contenu de ce que je te demande. Comme les objets commit, tree et blob dans Git sont compressés pour gagner en place, je peux pas faire un simple cat dessus. Donc Git me propose une version Git de la commande cat. Donc quand je lui dis ça, je lui dis ok, imprime-moi le contenu du commit 3b machin truc. Et si je le fais, j'ai pas tout à fait la même chose. Et là j'ai vachement plus d'informations et des informations vachement plus intéressantes au regard de ce que je veux vous expliquer, vous présenter. Donc déjà, j'ai le tree. C'est-à-dire, sans ça j'ai rien en fait. Ça c'est vraiment, ok, mon application elle est à cet état là quoi. Ça, c'est mon dossier SRC, c'est le tree de mon dossier SRC, et derrière, ce tree-là, il fait référence à des fichiers, à d'autres trees, et en final, en partant de là, je peux descendre dans mon application et puis l'explorer totalement. Il y a un parent, donc ça c'est un commit, ça c'est le commit précédent. Souvent il n'y en a qu'un, mais c'est pas impossible qu'il y en ait plusieurs. Si vous faites un commit de merge, par exemple, il y a deux commits parents. Il peut y en avoir plus que deux, mais c'est hyper rare. C'est quand vous faites un merge un petit peu compliqué. Et puis il peut y en avoir 0, mais ça c'est le cas, comme je l'ai dit, uniquement du premier commit de votre projet, donc on s'en soucie pas trop. On va dire que 90-95% du temps, il y a un par an, et c'est le plus important. Ensuite on retrouve l'auteur, on retrouve aussi le committeur, donc c'est pas forcément la même personne, alors je sais plus exactement comment ça varie, mais si par exemple je rebase des commits de quelqu'un d'autre, ça doit faire évoluer une des deux valeurs. Là j'ai pas forcément le détail là-dessus, mais je pense pas que ce soit le plus important. Et après je retrouve le message. Donc déjà on n'a pas tout à fait la même visualisation. On a un chouïa différent, ok, globalement on retrouve à peu près la même chose, mais on n'a pas tout à fait la même chose et on a des informations supplémentaires, c'est surtout ça qui est important. Donc je vais le résumer sous une autre forme. Un commit c'est un tree, un parent,
auteur, committeur, un line break, ça c'est juste de la structure, et un message. Là-dedans, moi, ce qui m'intéresse et que je veux vous présenter, c'est pas forcément l'ensemble de ces informations. Je vais pas vous faire un talk de 30 minutes sur l'auteur d'un commit. Ça pourrait aller plus vite que prévu. Par contre, le tree, c'est super intéressant. Le parent, c'est super intéressant. Et le message, c'est super intéressant. Et c'est ce qui varie d'un commit à l'autre. Le tree, alors je vais garder la terminologie tree tout au long de la presse. Mais il faut vraiment voir le tree comme mon commit, il représente tel état de mon application. C'est un snapshot, c'est un état, c'est une sauvegarde de votre application. Elle est à cet état-là qui est représenté par ce tree. Donc je vais me concentrer sur les 3 éléments qui moi m'intéressent le plus. Et dans un commit, c'est là-dessus que vous pouvez jouer. C'est à la fois sur le message, sur le parent, c'est-à-dire où vous le placez dans l'historique, et sur le tree. Donc là, c'est une manière un peu détournée de dire qu'est-ce que vous mettez dans votre commit, qu'est-ce que vous avez appliqué comme modification dans votre projet via ce commit. Et on va parler le reste de la présentation de ces 3-là. Mais croyez-moi, il y a des choses à dire là-dessus. Donc pour résumer, j'ai un commit qui porte un message, qui pointe vers un tree, donc vers un état, qui pointe vers son parent, qui lui-même pointe vers un état, etc. Et ça remonte jusqu'au début. Et voilà, la version la plus simple, on part de l'état, de la représentation précédente, là où il y avait les trees, les blobs, machin, les refs en haut. On peut se concentrer là-dessus et faire un travail de fond là-dessus et avoir des réflexions super intéressantes. Donc, premier des 3 éléments dont je veux parler, c'est le message de commit. Donc le message de commit, ne peut pas faire beaucoup plus que de porter de l'information, mais c'est déjà beaucoup. Je pense que vous avez déjà eu tous un commit qui porte ce message-là. Et puis si vous en avez jamais vu, vous allez sur GitHub et je suis sûr que vous allez en trouver quelques-uns. Après, vous avez celui-là aussi. C'est un petit peu mieux, quand même. On voit qu'il y a une instruction derrière. Ok, le mec veut corriger un bug. Mais bon. Ouais. Je sais pas encore trop ce qui se passe, quoi. Ah. Là, je porte déjà un peu plus d'informations dans mon commit. Ok. Je corrige. Donc, il y a une notion de quelque chose qui ne fonctionne pas et que je corrige. Un truc qui parle de la souris, qui disparaît dans un formulaire. Bon, ok, je sais déjà un peu plus, je peux m'attendre à ce que je vais trouver dans le commit. Ce que je vois, c'est que ça commence par fixe, que ce soit dans cette forme-là, je commence par fixe. Ok, ça veut dire qu'on peut peut-être catégoriser ces éléments. Peut-être que fixe, en fait, ça pourrait être un truc général. Ok, à chaque fois que je corrige un bug, je vais commencer par un bug ou par fixe ou quelque chose comme ça. Et puis, on voit aussi qu'il y a un inform, donc une notion de ou dans l'application. Et puis finalement, il y a la caractérisation, en l'occurrence, du bug. Tout ce que je veux dire par là, c'est que dans une phrase anglaise, française classique, on peut extraire des informations et puis peut-être essayer de les structurer un petit peu différemment pour mieux les représenter. Tac. Ça, c'est déjà vachement mieux. Pourquoi ? Parce que, alors, si à chaque fois que je fais un bug fixe, je commence par fixe, ok, je sais déjà ce que le commit fait. Je sais à peu près quel topic il concerne, quel sujet il concerne. Là, par exemple, un de mes topics dans l'application, ça pourrait être User Interaction. Et après, j'ai le reste de la problématique. Là, l'avantage déjà, en commençant par ça, c'est que je peux faire un log et puis aller filtrer sur... je peux faire un grep. Pour ceux qui ne connaissent pas, grep, dans la console, ça va filtrer sur l'output. Et puis je vais ressortir que les lignes, par exemple, qui commencent par fixe. Ok, d'accord, j'ai la liste de tous les fixes de mon application. Je peux faire la même chose sur parenthèse, user interaction, parenthèse. Ok, là j'ai tous les commits de mon application qui concernent l'interaction utilisateur. Je peux pas trop le faire là-dessus parce que c'est encore un peu spécifique. Mais je peux déjà avoir une forme de traitement machine que je pouvais pas avoir ici. Alors là, même l'humain il sait pas quoi en faire. Là, il galère encore. Là, il commence à savoir gérer, par contre la machine ne peut pas encore vraiment assumer quoi que ce soit. Là, je peux déjà commencer à faire des petits scripts et tout pour traiter des trucs. Et le top, je pense, c'est un truc comme ça. Alors, c'est pas anodin, vous verrez dans la slide suivante. Alors, là je parle d'une première ligne
la première ligne d'un message de commit, elle est traitée un chouïa différemment des autres lignes du message. Si vous faites différents logs, il n'y a que la première ligne qui apparaît. Si vous êtes sur GitHub, sur GitLab, sur Bitbucket, elle est traitée un petit peu différemment. C'est un petit peu le titre de votre commit. Mais après, un commit, ça peut prendre 500 lignes. C'est probablement pas recommandé, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez y mettre de l'information. Peut-être que là, dans cette version-là, je sais exactement ce que je vais retrouver dans ce commit, quoi. Avant même d'avoir regardé le travail qui est à l'intérieur, je sais ce qui va se passer dedans. Et à la limite, peut-être que je me contente de ça, quoi. J'ai pas forcément besoin d'aller plus loin. Ça dépend ce que je veux faire. Et puis je peux peut-être mettre des infos aussi sur ma gestion de projet, ou au moins sur ma gestion technique, quoi. Là, closes issues 48 182, ça typiquement sur GitHub, quand vous faites ça, que vous inspectez le commit, que vous avez le message, vous avez les liens automatiquement vers les issues de votre repository, quoi. Donc c'est pas juste pour faire propre, c'est que aussi il y a du tooling qui s'est construit autour de ça, quoi. Donc double intérêt, quoi. Là, je sais déjà que je peux aller me concentrer sur ces issues pour voir si les gens sont satisfaits. Et en plus, des outils comme GitHub vont me proposer d'y aller directement, vont me proposer un lien. Donc cette forme-là, c'est pas moi qui l'ai inventée. Là, je fais un petit peu de pub pour un outil que j'aime bien. Enfin, c'est même pas un outil, c'est une norme qui s'appelle Conventional Commit. Donc c'est une convention autour du nommage des commits. Et elle lit a specification for adding human and machine readable meaning to commit messages. Donc human and machine. Ce qui est génial quand on suit cette convention, c'est que c'est super utile pour nous, mais c'est aussi super utile pour les machines. Comme j'ai dit, si on veut commencer à filtrer, à faire des petits scripts pour parcourir son historique, si on est rigoureux et qu'on suit cette convention, on peut vraiment faire des trucs sympas. Il y a un lien, je vais aller vite fait dessus pour vous expliquer de quoi ça parle. Voilà, la convention, donc la spec, dit votre body, votre message, il ressemble à ça. Là, c'est un petit peu. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Un type obligatoire, un scope optionnel, 2 points, espace, une description obligatoire, 2 line break, body optionnel, 2 line break, footer optionnel. Donc voilà la structure qu'on vous incite à respecter pour être conforme à la norme. Je ne vais pas faire 3 heures dessus parce que je ne veux pas non plus que la classe dure trop longtemps, je sais que je parle déjà beaucoup. Mais allez jeter un œil, ça s'appelle Conventional Commit. L'adresse elle est au-dessus, de toute façon je passerai les slides, on pourra revenir dessus si vous n'avez pas le temps de noter l'adresse. Il y a beaucoup d'informations, c'est suivi par beaucoup de gens. Angular respecte cette convention. Je sais que c'est bien soutenu par Lerna aussi, qui est un outil développé par Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, il y a beaucoup d'acteurs du web qui se mettent à respecter cette convention parce que c'est super utile. C'est super utile, d'ailleurs je ne le précise pas trop dans la presse, mais c'est utile notamment parce qu'il y a du tooling aussi, encore une fois, qui s'est construit autour de cette convention. Moi par exemple dans mon projet, j'ai un truc qui s'appelle Conventional Changelog. Comme je suis cette convention, j'ai une commande à lancer et mon changelog se construit tout seul parce que il regarde le tag précédent, il regarde tous les commits entre le tag précédent et là où je suis, et il dit ok, bon là il y a un commit de feature, je vais le rajouter dans la section feature de mon changelog. Là il y a un commit de bug, hop, une ligne de plus dans mon changelog dans la partie bug fix. Et au final, au boulot, perso, j'écris pas de changelog. J'ai une commande qui s'appelle release. Ça crée mon changelog, ça met à jour mon numéro de version, ça commit le tout, et éventuellement derrière j'ai plus qu'à push. Et ça c'est vraiment possible parce que je respecte des règles, quoi. Parce qu'on peut pas tout faire, on peut pas scripter le freestyle, quoi. Donc on est obligé de respecter un minimum de structure pour être capable de scripter. Donc ça c'était la petite partie, on va dire, pub pour cet outil-là. Je suis pas du tout affilié au truc, mais j'adore ça. Et si on prend un petit peu de recul, finalement, ce qu'on a vu, ça ressemble vachement à un email quand même. On a un auteur, bon ça c'est placé automatiquement dans le commit lorsqu'on lance la commande, mais c'est là. Pareil, moi quand j'envoie un mail, j'ai pas besoin de spécifier que le mail il vient de moi. A priori, mon adresse mail suffit. Et j'ai un titre, donc là ce qu'on voyait, c'est la première partie de mon commit. Puis après, j'ai le message et le footer. Donc finalement, en plus, on revient vraiment vers quelque chose que les gens connaissent, quoi. Aujourd'hui, on est à très peu de choses dans une équipe de respecter ce genre de choses. Quand vous faites
Et puis ça a de la signification derrière. Quand vous faites un email, vous ne le faites pas pour n'importe quoi. Vous n'envoyez pas des emails à vos collègues, si pour balancer des gifs de chat, mais parce qu'il y a une intention derrière. Sinon, on se fait rapidement engueuler parce que les mecs qui ont 250 mails dans leur boîte et qu'il y en a la moitié qui viennent de vous, c'est un peu chiant. Donc, on réfléchit un peu de la même manière au commit. On va réfléchir de la même manière au commit qu'au mail. Je le fais, mais je le fais avec une intention, avec un objectif. Et c'est ça au final la conclusion de cette section-là, c'est que le message de votre commit porte une intention. C'est pas juste un truc que vous mettez parce que si vous laissez blanc, la commande elle pète. Il y a vraiment quelque chose derrière. C'est hyper important de bien spécifier ce que c'est. Non seulement pour vous, si jamais vous avez besoin de revenir dessus, mais surtout pour les autres. Quand vous envoyez un mail, vous pouvez revenir dessus dans votre boîte d'envoi, mais en général, l'intention d'un mail, c'est d'être lu par quelqu'un d'autre. Et ben, le message de commit, c'est exactement pareil. Dites-vous qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre application, qui ne sait pas ce qui s'y passe, et il n'a pas le temps de fouiller dans 40 000 lignes de code, de diff, etc., pour comprendre ce que vous avez fait. Donc la meilleure solution pour ça, c'est encore de lui laisser un message bien construit. Ensuite, il y a le parent du commit. Le parent du commit, c'est tout bête, c'est juste, quand j'ai construit mon commit, je suis venu de quelque part, quoi. Je suis pas, à moins que j'ai vraiment démarré mon projet, là je suis à l'instant 0, mais encore une fois, à part celui-ci, je pars de quelque part quand même. Et quand je dis je pars de quelque part, c'est surtout que je pars pas de n'importe où. Est-ce que quand je fais mon commit, je suis à jour de master par exemple? Est-ce que je suis à jour de ma version de production, on va dire? Est-ce que quand je fais mon commit, je me suis basé sur un travail antérieur que j'ai fait? Donc, imaginons qu'on a l'état initial. Donc là, je ne parle pas forcément de l'état initial de l'application, juste l'état initial de votre travail. Vous démarrez par exemple une branche de feature. Vous partez, peut-être que vous partez de master. Donc git checkout master, git branch, le nom de ma feature. Je suis sur ma feature et elle est au même endroit que master au démarrage. Et puis, peut-être que dans ma feature, j'ai besoin de refactorer un petit peu. J'ai du code qui là est hyper spécifique, mais là je veux rajouter une feature dans mon application qui profite très bien de ce code-là. Donc peut-être que je vais l'extraire, je vais en faire un service par exemple. Je vais le modifier pour être prêt à accepter le surplus de complexité que je veux ajouter à mon application. Peut-être que derrière, je fais des tâches vraiment techniques. Donc là, je parle d'un nouveau service, mais imaginez quelque chose de vraiment technique. Quelque chose qui n'a pas d'impact direct sur l'utilisateur de votre application. Alors moi, je raisonne assez front. Je ne vous le cache pas, quand je pense à tout ça, je pense plutôt à interface utilisateur, etc. Mais imaginons que moi, je crée un nouveau service qui permet d'aller récupérer les utilisateurs depuis le serveur. Si j'en fais rien dans mon application, mon utilisateur, il n'a aucun moyen de deviner que j'ai rajouté quelque chose. Donc pour l'instant, en fait, j'ai fait un petit peu du travail préparatoire. Mais finalement, je fais ma feature. Donc si j'ai un service qui me liste les utilisateurs, je vais peut-être avoir une page qui me met la liste des utilisateurs dans une section d'administration pour gérer les droits, pour supprimer, pour rajouter des gens. Mais avant d'arriver à la feature, j'ai eu un travail préliminaire. Et du coup, là, il y a un sens dans la manière dont vous construisez vos commits. Si j'avais fait ça, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, oui. Ici, là, quand je me retrouve ici et que j'ai terminé ce commit, c'est possible, entre guillemets, parce que j'ai mon nouveau... Admettons qu'il n'y a pas de refactoring. J'ai mon nouveau service et j'ai ma feature. Donc, ma branche, elle est fonctionnelle. Par contre, si je reviens un commit en arrière, là, il y a tout qui pète. Parce que j'ai une feature qui va appeler quelque chose qui n'existe pas. En général, ça, dans une application, ça crache. Donc voilà, il y a un sens à donner aux choses via leurs ancêtres. Ça, c'est pas du tout acceptable. Et puis, souvent, dans une application, c'est même pas notre mode de raisonnement. On raisonne pas d'abord feature, puis tiens, je fais ma feature, du coup, j'ai besoin de ça, donc je vais construire ça. En tout cas, c'est pas ce qu'on veut laisser transparaître lorsqu'on le partage. Peut-être que vous, dans votre workflow, vous avez démarré la feature, vous vous êtes dit, je fais ma page, paf, bon, pour l'instant, elle est vide parce que j'ai pas moyen de récupérer les utilisateurs. Maintenant que j'ai fait ça, je crée mon service. J'avoue que moi, ça m'arrive aussi de raisonner dans ce sens-là. C'est pas grave si vous le faites chez vous. Par contre, il ne faut pas que ce soit ce que vous partagiez à vos collègues. Le workflow que vous avez mis en place, c'est celui-ci.
il y a une tâche, il y a eu 2 tâches préliminaires, puis finalement j'ai fait vraiment le travail qu'on m'a demandé. Mais votre feature, au final, d'un point de vue gestion de projet, c'est l'ensemble de ces 3 commits, quoi. Parce que chaque commit individuellement ne répond pas aux besoins. Donc il y a un cas aussi un peu particulier, c'est le commit de merge. Donc moi j'en ai 3 exemples, il y en a probablement un petit peu plus, mais c'est les 3 plus populaires, on va dire. Déjà, le fait de merger deux features. Donc imaginons que j'ai un point de départ, donc on dit que c'est master. Je travaille sur une feature, je fais un commit dessus. Puis finalement je travaille sur une seconde feature. Et je fais deux commits sur cette feature-ci. Celle-ci elle est terminée, je n'ai plus besoin de revenir dessus. Je rajoute un commit sur la première. Et là pour l'instant, soit je suis de ce côté et j'ai une feature, soit je suis de l'autre et j'ai une seconde feature. Donc le commit de merge, il est là pour rassembler les features et au final, à la fin, j'ai qu'un seul commit. Je vous avoue que moi, c'est pas trop ma façon de travailler. Pour ceux qui connaissent, je suis plutôt adepte du rebase, mais c'est d'usage assez courant dans les projets. Je pense qu'on a tous fait ça. Il y a une autre façon d'utiliser le merge et d'avoir du coup des commits de merge. La particularité étant qu'ils ont. Pourquoi je parle du commit de merge? C'est parce qu'il y a 2 parents et que du coup 2 parents c'est différent d'un parent à beaucoup d'égards, quoi. Il n'y a pas un contexte antérieur, il y en a 2. Alors pourquoi il y en a 2? Pourquoi ils sont liés? Pourquoi au final les 2 je les rassemble? Voilà, il faut qu'il y ait une signification. Par exemple dans le premier cas c'est j'ai 2 features et j'ai envie de les mettre en commun. Le deuxième cas d'usage c'est merger une feature. Donc ça arrive souvent, moi c'est le workflow que je préfère le plus. J'ai ma branche de feature, donc je travaille dessus, je fais mes différents commits comme je l'ai dit, il y a du refactoring, des services, machin. À la fin il y a mon commit vraiment fonctionnel. Puis là, mon application, mon master, il est là. Je crée une merge request, ou une pull request, ça dépend comment vous l'appelez, c'est la même chose. Et une fois qu'elle est validée, souvent, que ce soit GitHub, GitLab, Bitbucket, ils vont faire ça. Et quand ils font ça, et que vous voyez ça dans l'historique, ça porte beaucoup d'informations. Je sais que là, j'ai une feature complète en fait. Rien qu'à le regarder dans un historique, bon alors là c'est sûr c'est un schéma, c'est facile, mais même, j'ai la même facilité dans ma console, en faisant un git log, avec les options, graph, machin truc, mais j'ai la même facilité à identifier les features dans ma console. Pourquoi? Parce que je vois une sorte de bloc comme ça, qui diverge, qui incrémente et qui converge. Donc très rapidement, si vous avez cette structure, très rapidement vous êtes capable, imaginez que vous avez un tag ici, que vous en avez quelques-unes qui s'enchaînent, vous êtes capable de dire, ok, depuis mon dernier tag, j'ai 4 features qui ont été mergées. Pourquoi? Parce que j'ai 4 commits de merge. Je le vois super simplement. Donc c'est hyper puissant comme façon de travailler. C'est pour ça que je pense que c'est utilisé par autant de monde. Et après, il y a la dernière, donc ça c'est une alternative qu'on vous propose, et c'est des features qui sont arrivées un petit peu plus tard dans GitHub notamment. C'est la même chose que la précédente, sauf que je ne fais pas de commit de merge. Et en gros, ma branche master, elle avance sur ma branche de feature, et finalement ma branche de feature, elle est absorbée de manière invisible par ma branche principale. Donc c'est une autre façon de faire, qui a d'autres avantages. L'avantage étant que ça c'est un petit peu plus simple visuellement que ça. Par contre, il y a un petit peu moins d'infos, quoi. Si j'ai plusieurs features qui s'enchaînent, là par exemple, je sais pas où les features commencent et où elles s'arrêtent, combien il y en a qui ont été mergées. Mais ça peut être c'est des choix ensuite. Là je vends pas ma façon de travailler. Donc voilà, la conclusion et le plus important, c'est de se souvenir que le parent, c'est un contexte dans lequel vous construisez votre commit et donc dans lequel vous travaillez, quoi. Et encore une fois, j'utilise pas un truc qui n'existe pas dans mon application. Je pense que c'est la partie avec laquelle beaucoup de gens ont du mal, parce que dans notre manière à tous de travailler, on n'est pas linéaire, quoi. Je me dis pas, tiens, je fais toute ma branche, je fais tout mon commit de refactoring, il est parfait, j'ai pas besoin de revenir dessus, puis je passe à mon service. Là, je le code, il est parfait, nickel, tous les tests passent, tac, je passe à mon commit de feature. Ça se passe très rarement comme ça.
En réalité, on a tendance à revenir sur les commits, ah merde, là j'ai oublié ça, ah finalement le message il est pas top, et là les gens sont un petit peu coincés parce que ils savent pas comment revenir sur un commit antérieur et comment le corriger, et comment éviter d'avoir un commit qui dit refactor numéro 2 quoi, en gros. Et ça arrive souvent dans les projets où il y a une faible maîtrise de Git, sans vouloir porter de jugement. On voit fix 1, fix 2, fix 3, ou feature 1, feature bis, machin, truc. Donc là, je ne vous parle pas trop des solutions techniques pour ça, parce que c'est déjà bien assez long, et puis que la doc, pour les solutions techniques à vos problèmes, il y en a plein sur Internet. Je pense que le plus important, c'est de vous rendre compte de votre besoin, et ensuite, vous trouverez tout seul sur Internet comment y arriver. Après, vous pouvez me poser la question comment on revient sur les commits à la fin, je répondrai, je sais pas. Je refuse pas le sujet non plus, quoi. Bon, finalement, il y a le commit tree. Donc, comme j'ai dit, c'est l'état de votre application. Pensez state, pensez sauvegarde de votre application à un instant T, quoi. Donc, souvent, comme je disais, on fait des petits changements incrémentaux avec de gros objectifs derrière. Je peux avoir différentes raisons de faire un commit. Je peux refactorer. Je peux juste changer le code style de mon application. Peut-être que là j'arrive sur un fichier, voilà, c'est pas super lisible parce que genre c'est mal indenté, ou il n'y a pas de saut de ligne, enfin plein de trucs qui font que la lisibilité est pas top. Je fais un commit spécialement pour nettoyer le truc avant de commencer à travailler. J'améliore mes tests, ou je corrige des tests qui passent pas. Je fais de la fonctionnalité, donc ça c'est le principal, c'est le plus important. Peut-être que j'ajoute des dépendances à mon projet. Moi je conseille de faire des commits indépendants pour l'ajout et surtout lorsqu'il s'agit de mise à jour de dépendance, quoi. Et puis peut-être que je publish, donc d'une manière ou d'une autre, je crée une nouvelle version de mon build. Enfin, il y a plein de raisons de faire des commits. Et là, ce n'est qu'une petite partie. Et tout ça, finalement, à la fin, vous l'avez fait avec un objectif qui est de livrer une feature à votre product owner, à votre équipe, à votre chef de projet, enfin bref, qui que ce soit. Ou à vous-même d'ailleurs, si c'est votre projet perso. Donc voilà. On a beau faire plein de petits commits, à la fin, c'est dans un seul objectif. C'est à ce moment-là qu'on parle plutôt de branche, quoi. Une branche, ça contient plusieurs commits, et une branche, en général, ça a un seul objectif. En tout cas, c'est personnellement ce que je recommande. Donc du coup, on peut parler de granularité. Imaginons pareil que je pars, que je fais, hop, refactor, un commit purement technique, mon commit vraiment fonctionnel, ma feature est complète, elle est validée, je merge. Je refais la même chose derrière, tiens, j'ai une dépendance que je mets à jour par exemple. J'ai besoin de la nouvelle version d'une dépendance parce qu'il y a une feature supplémentaire dessus. Sinon, globalement, je refais un peu la même chose et je merge. Ça, c'est une façon de construire son historique de commit. Une autre façon serait de se dire, en fait, tout ça, moi, j'en ai pas besoin. Moi, je livre ma branche, je livre ma feature, en fait. Il y a des projets, des dépôts qui recommandent plutôt une approche feature. Donc, à la fin, vous avez fait le même travail, mais c'est une option souvent qu'on voit où il y a marqué squash commit. Quand on dit squash, c'est ok, je les prends tous, paf, j'en fais un, et dans le message, j'ai l'association des 3 messages de commit. Donc c'est une autre manière de faire. Entre les deux, c'est juste une question de granularité. Est-ce que vous voulez plein de petits commits, ou est-ce que vous en voulez un gros ? Il y a des avantages et des inconvénients aux deux approches. L'avantage des commits granulaires, c'est que, alors, de mon point de vue, ils sont plus faciles à review, parce qu'on peut les prendre un par un, ces commits, et s'attaquer à la review, du coup, petit à petit. C'est quand même plus simple que d'avoir un seul commit qui fait 15 000 lignes de diff. Il y a une meilleure compréhension du workflow, c'est-à-dire la façon dont le dev a pensé son travail. D'accord, il a mis à jour une dépendance, puis ensuite il a avancé comme ça dans sa feature, donc je sais déjà de quelle manière il a travaillé, je peux me poser un petit peu à sa place. C'est plus facile de revert aussi. Git revert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un commit qui annule les modifications d'un commit précédent. Donc là, par exemple, j'ai peut-être plus envie de ma fonctionnalité, mais peut-être que ces 3-là, en fait, ils sont quand même cool, quoi. Mettre à jour une dépendance, une fois que c'est fait, c'est quand même dommage de perdre la mise à jour. On a passé du temps dessus, et puis c'est utile de se mettre à jour de ces dépendances. Le refactoring,
peut-être qu'il a été utile aussi, c'était quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un moment, on n'avait pas le temps, et puis ce temps-là, on l'a pris lors de la feature. Et puis peut-être que la tech aussi c'est utile, peut-être qu'on a prévu le service, bon ok on l'utilise pas, mais on l'a de côté, peut-être qu'on l'utilisera un petit peu plus tard, on a l'ambition de l'utiliser dans la feature qui vient, donc peut-être qu'on n'a pas envie de le mettre à la poubelle non plus. Par contre la fonctionnalité on n'en veut plus. Ouais, finalement cette page dans l'application, les utilisateurs ils disent qu'elle sert à rien, ils y vont jamais, donc on va pas surcharger notre application avec des trucs inutiles. Dans ce cas, bah, je désactive ça, je reverte ce truc là et je conserve tout le reste. Si je suis dans une situation comme ça, c'est vachement plus dur. Parce que là, bah, je suis obligé à l'intérieur de mon commit de choisir ce que je garde, ce que je balance. Voilà. C'est aussi potentiellement plus facile de rebase. Qui connaît le rebase ici? Qui en pratique, bon, on va dire la grande majorité, quoi. Pour les 2-3 qui en ont pas fait, le rebase ça me sert à... Si j'ai en fait par exemple, si je prends ça, le rebase ça va me permettre de rejouer ça ailleurs dans mon historique. Je prends les 4 et puis je fais comme si j'avais développé en partant d'ailleurs. Donc c'est vachement plus facile, je pense, de faire de rebase avec des petits commits, parce que si vous avez des conflits, ça se fait sur... imaginons que j'ai un conflit là et un conflit là, quoi. Parce que je rebase sur la branche d'un de mes collègues qui a touché au même fichier. Bah, c'est quand même plus facile d'attaquer les conflits un par un en se mettant dans le contexte du commit sur lequel le conflit a été généré, que de bombarder comme ça et d'avoir 40 conflits ici et de plus savoir où donner de la tête. Donc voilà, moi j'aurais tendance à travailler dans ce workflow-là, mais il y a aussi des avantages à travailler dans l'autre. Voilà, de manière générale, j'ai oublié de le spécifier, de manière générale, c'est quand même plus facile d'utiliser les commandes Git sur des petits commits, parce que comme il y a moins de travail, on s'en sort beaucoup mieux. C'est un petit peu la corollaire du rebase et du revert, quoi. D'un autre côté, lorsqu'on fait ça, on passe quand même vachement moins de temps à organiser ses commits. C'est assez utile dans des équipes où le niveau général sur Git est bas. Si j'ai plein de juniors, je vais pas les bombarder d'exigences sur Git et sur le fait de construire plein de petits commits propres, etc. Parce que peut-être qu'ils sont déjà en train d'apprendre le langage et d'apprendre le fonctionnement de l'équipe et qu'ils n'ont pas envie de se rajouter ça par-dessus parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc ça peut être une raison. Voilà, ouais. C'est un petit peu la même chose. De manière générale, ça s'applique pas qu'aux débutants. De manière générale, si vous avez plein de commits, mais c'est du coup plus facile pour les débutants. C'est aussi peut-être plus facile pour les débutants de se balader dans un historique où il y a moins de commits. Parce que du coup, ça fait moins de choses à interpréter. C'est un historique plus dense, donc du coup, de manière générale, on circule vachement plus vite. Si j'ai envie de revenir au tag précédent, peut-être qu'entre-temps, il y a eu 4 features. Bah, si chaque feature, elle a fait 10 commits, bah, ça me fait 40 commits à retraverser, tandis que là, bah, j'en ai que 4. Quoi. Donc, il y a des intérêts. C'est une autre façon de travailler. Moi, c'est pas trop celle que je recommande, mais il y a plein d'entreprises et de projets open source qui fonctionnent comme ça. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut penser le tree, donc le state, en tant que solution de votre intention. On parlait d'intention pour le message, de contexte pour le parent. Votre tree, c'est la solution. Donc, dans tel contexte, j'ai telle intention, j'ai l'intention de faire tel travail, et mon tree, bah, c'est la solution pour fournir ce travail. Et c'est l'association des trois, intention, contexte et solution, qui est vraiment important. Et tout ça, c'est porté par le commit quasiment exclusivement, quoi. Donc là, je vous ai parlé de 3 notions, et puis j'ai au final pas mal blablaté. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne s'attendaient pas à ce qu'on puisse parler aussi longtemps du commit. Et pourquoi on perd autant de temps Je suis un petit peu dur avec moi-même. Mais pourquoi on passe autant de temps sur l'histoire des commits? Déjà parce que c'est, comme j'ai dit, c'est un outil de communication à travers le message, mais à travers le reste aussi. La manière dont vous construisez votre historique, et l'historique pour moi c'est vraiment quasiment exclusivement les commits. C'est pas pour les 2-3 branches qui circulent à droite à gauche que j'ai de l'info. Donc pour moi c'est les commits qui construisent l'information dans l'historique. Et l'information c'est de la communication, parce qu'on fait un projet à plusieurs. Et quand on push, c'est pas ok, c'est au cas où mon ordi brûle, j'ai une sauvegarde, c'est je partage mon travail, quoi. C'est vraiment la raison principale.
On a peut-être tendance parfois à l'oublier parce qu'on fait plein de petits projets perso sur lesquels on est tout seul, et peut-être aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler autant en équipe. C'est une meilleure structuration de nos pensées. Quand je me force à faire des petits commits et à penser la manière dont j'ai envie d'avancer dans l'application, je suis obligé de me poser plein de questions. Comme en plus, c'est un peu coûteux, j'ai tendance à faire attention à ce que j'y mets, à la manière dont je l'ai construit. Donc globalement, ça me force à réfléchir et à mieux réfléchir à mon application. Comme j'ai dit, si on fait des commits corrects, on débloque quasiment toute la panoplie de tooling dans Git. Le Rebase, que la plupart connaissent, le Revert dont on a un petit peu parlé, ça c'est un petit peu moins d'usage, mais pareil, si vous n'avez pas de bon commit, comment vous pouvez Revert, quoi. Vous allez Revert la moitié de votre appli alors que vous vouliez juste désactiver un bouton dans un coin. C'est hyper important d'avoir de bons commits pour pouvoir utiliser ça. Git Bisect, qui connaît le Git Bisect? Quasiment personne. Bon, en gros, c'est si vous avez un bug, ça va vous aider, l'outil va vous aider à traverser votre application. Ok, alors celui-là j'ai pas le bug, celui-là j'ai le bug, et ensuite entre les deux il va vous faire des allers-retours, et vous allez pouvoir constater à la fin vous allez pouvoir déterminer ok, c'est avec ce commit-là que j'ai induit le bug dans mon application. Mais si à chaque fois que vous faites un bon, vous pourriez le faire à la main aussi. Je me mets à un endroit où mon application elle est bonne, et puis j'avance commit par commit, j'avance d'un commit, et puis je regarde si ça fonctionne ou pas. Mais si vous n'avez pas garanti une application stable dans vos commits, et que, par exemple, vous faites appel à un service que vous avez construit plus loin, donc du coup votre application elle pète, comment vous allez pouvoir déterminer à quel endroit vous avez créé le bug, quoi. Si vous n'avez pas, donc ça peut être une garantie. Chacun de mes commits m'offre une application stable. Et donc du coup, je sais à quel moment j'ai créé mon bug. Et il y en a bien d'autres, là je vous laisse étudier la doc pour ça. Ça m'offre un meilleur historique, donc là c'est plus facile de revenir parcourir ce qui s'est passé dans l'application. Puis si je reviens de vacances, c'est pas juste ce qui s'est passé, mais enfin c'est ce qui s'est passé, mais pendant que j'étais pas là, donc pour moi c'est un petit peu ok, qu'est-ce que je vais devoir ingérer maintenant que je reviens de vacances. Et puis finalement c'est vraiment faire du vrai versionning, quoi. Encore une fois, Git c'est pas juste je push pour que tout le monde ait mon travail, je push pour sauvegarder sur un serveur, c'est je push parce que je veux versionner mon code. Chaque commit c'est une version de mon code. Et qu'est-ce que c'est la version de votre code? C'est juste un numéro ou est-ce que c'est des garanties que vous pouvez vous fixer, hein? Quand je parle de tous les commits sont stables et tout, ok, c'est facile à dire, c'est quand même vachement plus dur à réaliser. Mais posez-vous les questions et puis fixez-vous un objectif, c'est à vous de le faire, c'est pas à moi. Chacun a son workflow et puis les contraintes du projet vont faire que vous pouvez ou pas vous permettre certaines choses. Et là, je termine juste là-dessus. Il y a toujours une solution dans Git pour faire ce que vous vouliez faire. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'il ne faut pas être désespéré par le fait que vous sachiez pas faire bien. Ok, d'accord, j'ai fait mon commit de refactoring, mais là j'en ai fait 2 de plus par-dessus, du coup je peux pas amend. Comment je fais pour le corriger? J'ai aucun moyen, enfin je connais pas de moyen. Vous connaissez pas de moyen, mais il en existe un. Donc, et c'est pour ça que j'évite, quand je fais des press Git, de parler de solutions techniques, parce que la solution technique, elle émerge d'un besoin. Le fix-up, pour ceux qui connaissent le commit fix-up et le rebase interactif, je me suis plongé dans la doc parce que j'avais un besoin à un moment. Je peux pas amend parce que j'ai eu des commits au-dessus. Donc du coup, mon besoin c'est quoi? D'aller corriger un commit plus haut dans l'historique. Comment je fais ça? Là, comme je commence à aller sur Google, dans la doc Git, etc. Mais souvenez-vous qu'il y a toujours une solution. Dans Git, c'est un super outil, il est hyper polyvalent. Vous ne pouvez pas perdre de travail, donc même si vous faites des grosses bêtises, a priori, il y a quand même très très peu de chances que ça ait détruit quelque chose. À partir du moment où c'est commité, c'est sauvegardé. Donc, vous posez pas de contraintes qui n'existent pas. Voilà, c'était un petit peu long, j'espère que ça vous a intéressé, puis merci. Bravo.